Bonjour à tous et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous rejoindre pour cette autre édition de Droit de réponse sur Equinox Télévision. Droit de réponse est votre émission de débat et de décryptage des sujets qui ont fait l'actualité et qui sont parus dans la presse en semaine. Et justement, dans la presse cette semaine, l'affaire des recouvrements forcés de la Camtel a largement meublé les journaux. L'entreprise de téléphonie mobile a engagé une vaste campagne afin d'obliger à ses débiteurs, dont l'État du Cameroun à 60%, de payer leurs dettes. On apprendra que c'est près de 65 milliards de dettes que Camtel réclame aux entreprises publiques et aux administrations, entre autres. Nous aurons des précisions sur cette affaire dans la revue de presse qui viendra tout à l'heure. Autre sujet retenu pour ce débat ce dimanche, nous parlerons de ce malaise à la Cam Water, les désaccords entre PCA et DG. Le désaccord entre PCA et DG a été révélé par la presse cette semaine. À l'origine, une suspension de directeur dans cette entreprise par le directeur général qui aurait également procédé au remplacement des responsables suspendus. Un ensemble de décisions qu'aurait mal accepté le PCA de cette entreprise. Voilà donc qui vient de créer un conflit, un autre entre un PCA et un DG. Nous en parlons dans cette édition de Droit de réponse. À suivre également 2 octobre 2015, 2 octobre 2016. Cela fait un an, jour pour jour, qu'il est en place. Le gouvernement Yan Philemon III. Un an après, que peut-on en dire? On en parlera également. Et puis, pour sortir de cette émission, ou peut-être avant, on s'intéresse moins au Gabon, puisqu'on parle de gouvernement, ou un gouvernement d'ouverture est attendu pour ce 2 octobre. Voilà donc, mesdames et messieurs, les principaux sujets qui vont être donc la base de nos discussions ce jour. Mais je vous le disais avant, un tour pour la revue de presse. Ce sera avec vous, Étienne Pascal Azégué, ce dimanche. Bonjour. Bonjour à vous, Albertine Bidjaga. Bonjour à ceux qui nous suivent à l'instant même. Très bon dimanche. Ayant fait cette revue de la presse, 3-4 sujets qui nous intéressent ce jour. Alors, vous faisiez dire mention tout à l'heure de l'actualité autour de la Cam Water, la Cameroun Utilities Corporation, qui a donc tenu un conseil d'administration extraordinaire, c'était le 23 septembre dernier. Eh bien, au terme du dit conseil d'administration, la Nouvelle Expression annonce à sa une que le directeur général a été suspendu de signature jusqu'au retour du président de la République, suite, dit-on, d'une crise opposant le directeur général et son président du conseil d'administration, Jérôme Obieta, sur une série de suspensions signées par Roger Ondouakoua, le DG, concernant le directeur du patrimoine et le directeur administratif et financier de cette structure. Une information qui sera par la suite démentie par la cellule de communication de la Cam Water. C'est dans cette confusion constatée qu'au sein du management de la Cameroun Utilities Corporation que Forum Libre, l'hebdomadaire, se propose donc pour lui de faire la vérité sur cette affaire de suspension qui a pris, d'après ce journal, des allures de films hollywoodiens tout au long de cette semaine dans la presse camerounaise. Le journal Europe Plus, pour sa part, note que l'étau d'une cabale se resserre autour du directeur général de Cam Water et de son adjoint parce qu'il n'a nullement été question, d'après Europe Plus, à l'ordre du jour du conseil d'administration extraordinaire tenu le 23 septembre dernier, de cas d'insubordination caractérisés de Roger Ondouakoua ou encore de son adjoint, mais qu'il s'agissait plutôt de l'autorisation au directeur général de Cam Water de signer une convention de financement sous forme de don avec une société américaine. Le Messager, pour sa part, va constater que dans les entreprises publiques et parapubliques, entre PCA et directeur général, ce n'est pas toujours le grand amour. Par conséquent, le président du conseil d'administration et le directeur général sont devenus des ennemis intimes, notamment à la BISEC, la Sopecam ou encore la Cam Water. Ce sont trois sociétés d'État choisies donc pour servir d'exemple à la une du quotidien Le Messager. Un autre sujet qui a retenu l'attention de la presse cette semaine est ce recouvrement forcé engagé par Camtel auprès des administrations publiques et parapubliques. Eh bien, indique donc le jour, indique à sa une que Camtel va couper le téléphone et Internet dans les ministères. L'opérateur public de téléphonie réclame une dette d'un peu plus de 65 milliards de francs CFA. Note le quotidien Bleu. Le Messager présente à sa une ces sociétés insolvables, notamment la CRTV, Camerco ou encore Sopecam. C'est toujours Le Messager qui précise qu'une correspondance ayant donc pour objet avis de coupure a été adressée à ses créanciers en date
du 26 septembre pour expliquer donc ce que le jour qualifie de scandale du téléphone dans les administrations publiques. Le directeur du marketing et communication de Camtel indique qu'il s'agit des budgets non exécutés. Normalement, Gérard Assouzoua avoue par ailleurs la main sur le cœur qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières contre des administrations publiques contraintes désormais à la débrouillardise, comme l'indique le quotidien Le Jour, depuis qu'elles ont été privées de téléphone et d'Internet. Eh bien, c'est toujours dans les colonnes du quotidien Le Jour que l'une des victimes de la Camtel conteste ces dettes des milliards de francs CFA que lui réclamerait l'opérateur public de téléphonie. Il s'agit de la Sopecam. Pour ne pas la citer, elle affirme donc plutôt que c'est Camtel qui lui doit environ 512 millions de francs CFA. Et Camtel a donc tout fait de qualifier la réaction de Sopecam de faux fuyant. Eh bien, c'est dans cette ambiance d'accusation et de contre-accusation que le Premier ministre chef du gouvernement décide de siffler la fin de la récréation en intimant l'ordre au directeur général de Camtel de rétablir les connexions dans les services publics. C'est donc le messager qui qualifie donc ces services publics que le messager qualifie de mauvais payeurs. Le messager précise que Philemon Yang n'a pas digéré que plusieurs ministères soient déconnectés d'Internet. Eh bien, la dernière actualité sur laquelle s'est étendue la presse cette semaine, c'est à l'international, notamment avec la confirmation de la réélection d'Ali Bongo Ondimba comme président de la République gabonaise par la Cour constitutionnelle. Eh bien, après avoir donc prêté serment, le président Ali Bongo n'a pas tardé à nommer son nouveau premier ministre en la personne d'Emmanuel Issozie Ngoudé. Eh bien, ce dernier, ancien ministre des Affaires étrangères, est donc chargé de former un gouvernement ouvert, dit-on, à toutes les sensibilités politiques. Une tâche qui s'avère tout à fait difficile pour le nouveau Premier ministre quand on connaît la position qu'occupe le camp Jean Ping, le principal challenger d'Ali Bongo Ondimba aux dernières élections présidentielles du 27 août dernier. Eh bien, c'est donc une tâche qui s'annonce donc ardue pour Emmanuel Issozie Ngoudé de former un gouvernement d'union nationale. Voilà, Albertine Bidjaga, ce qu'on peut retenir en ce qui concerne donc l'actualité telle que traitée par la presse cette semaine et une actualité sur laquelle vous allez abondamment revenir avec vos différents invités. Exactement, Etienne Pascal Azégué. Mais avant de partir, un mot peut-être sur ce bilan-là qui n'a pas été très abordé par les journaux, mais c'est vrai que c'est le 2 octobre aujourd'hui et ça fait un an que le gouvernement Yan Philemon III, comme on l'appelle, est en place. Un mot peut-être sur ce gouvernement, vous qui suivez l'actualité au quotidien en tant que journaliste. C'est vrai que c'est passé inaperçu au niveau de la presse, mais ça fait exactement un an qu'il y a eu un nouveau gouvernement. Moi, je noterai tout d'abord la présence et même les réactions les agissements du ministre des Enseignements secondaires qui, à peine arrivé, a mis sa menace en exécution, c'est-à-dire mettre certains personnels qui avaient déjà été atteints par la limite d'âge et qui les a mis en congé. Il y a également le ministre de la Défense, ancien gouverneur de la région du littoral, Joseph Betiassoma, qui a quand même posé des actes assez louables. On se souvient de ce repas qu'il a pris avec les militaires au front. On n'en avait jamais vu pareille image, donc je crois que c'est quand même quelques clichés sur lesquels on peut s'attarder. Mais au fond, je crois que rien n'a véritablement changé et je me dis que votre panel assez brillant va certainement revenir sur ces un an du gouvernement Philemon III. Merci à vous, Etienne Pascal Zégué. Bon dimanche, nous allons donc découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition. Nous avons ce jour avec nous une dame, Marianne Simone Ekané. Bienvenue sur notre plateau. Bon dimanche à vous. Bonjour, Marianne Simon. Marianne Simon Ekané, voilà. D'accord. Je suis ravie d'être parmi vous et je me forcerai de donner des indications à ce peuple camerounais qui en a vraiment besoin. Alors, je précise juste que vous êtes cadre du MANIDEM, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Oui, je suis secrétaire national chargé des relations avec l'extérieur. Donc, je partage mon temps entre le Cameroun et l'extérieur en relation avec les autres organisations de gauche qui sont nos partenaires. Évidemment, je viens de la fête de l'UMA, qui est une fête qui réunit toutes les familles de gauche du monde.
Et ensuite, il y avait une conférence sur une éventuelle pacification des élections en 2018, où participaient beaucoup d'autres représentants des partis politiques du Cameroun, des organismes internationaux. D'accord, on reparlera et vous donnerez certainement la vision que vous avez de l'extérieur de ce gouvernement qui a donc fait 1 an aujourd'hui. À notre table ce jour, Hilaire Zipon, bienvenue à vous, bon dimanche. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de l'Equinox Télévision. J'ose croire que je serai à la hauteur de tous les panélistes. Toujours est-il que les sujets sont suffisamment alléchants. Ouais. Nous pensons que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer à faire la pédagogie de la société. Alors, vous êtes chargé de la communication du mouvement progressiste. Exact. Et vous êtes également conseiller municipal de la Première. Oui, entre autres. Ça, c'est la casquette politique, mais j'ai aussi des casquettes d'affaires. D'accord, des casquettes d'affaires aussi, on en reviendra. Maître Emmanuel Pensi avec nous. Bonjour, maître, et bienvenue sur notre plateau. Bon dimanche. Bon dimanche. Jeudi. Je vous remercie de m'avoir invité avec ces excellents panélistes, dont Madame Ekane qui vient de Paris. Vous étiez à la fête de l'humanité, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais bon, entre autres. Oui, entre autres. Donc, j'étais à La Haye pour le procès de Laurent Gbagbo. Je suis en train de dire que c'est une excellente chose, et puis surtout j'ai un journaliste que j'aime beaucoup, qui est avec vous, qui est Edmond, et j'espère que nous allons être toujours dans la sérénité dans le cadre de ce débat républicain. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, entre autres. Et vous l'avez dit, Edmond est avec nous. Edmond Kamga, bienvenue, bon dimanche. Bon dimanche à tous. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je salue tous les copanélistes et je rassure tous les téléspectateurs que c'est un rendez-vous fidèle qu'il ne faut pas manquer. Il y aura le débat. Alors, vous avez parlé comme notre consultant, parce que vous êtes le consultant de cette émission, vous êtes également journaliste et en service à la nouvelle expression. Alors, on va y aller rapidement, puisque le temps court. Je vous propose de commencer par cet anniversaire, on peut l'appeler ainsi. Ça fait 1 an que le gouvernement l'a dit, Yan Philémon III est en place. C'était donc le 2 octobre dernier. C'est le 2 octobre dernier que le président de la République a procédé à un réaménagement, un petit remaniement du gouvernement. Des ministres naturellement sont sortis, d'autres sont arrivés. Il y a également des bleus, ceux qui entraient donc dans le gouvernement pour la première fois. Alors Edmond Kamga, vous qui suivez l'actualité au quotidien, 1 an après, de manière globale, que pensez-vous de ce gouvernement? D'abord, il faut observer que la presse ne s'est pas attardée à cette information, peut-être parce qu'il y a des informations de société qui semblaient plus urgentes que l'analyse, que des dossiers sur l'anniversaire, n'est-ce pas, de ce tout dernier gouvernement de Yan Philémon. Ensuite, il faut dire tout de même que dans ce gouvernement qu'il faut analyser, qu'il faut analyser effectivement, il y a, comme le disait Étienne tout à l'heure avant de partir, il y a quelques bleus, n'est-ce pas, qui posent des actes qui comptent, notamment le ministre des Enseignements secondaires, et notamment le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Et on voit bien, à travers les actes qu'il pose, que ça donne un certain dynamisme, n'est-ce pas, à ce gouvernement, mais en même temps, ça suscite des interrogations pour la suite en ce qui concerne ceux que je pourrais considérer comme des conservateurs, parce qu'il y en a qui estiment, notamment en ce qui concerne le ministre des Enseignements secondaires, que s'il continue ainsi, il va peut-être se casser la figure, ou alors il va se fatiguer, parce que d'entrer dans les milieux de la fonction publique avec cet esprit du privé, c'est de faire bouger les choses. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Il faut dire, avant l'arrivée des 2 ministres que j'ai cités, il y a le ministre des Finances qui, à son arrivée, a posé également des actes forts qui n'ont pas plu, j'allais dire, à une certaine nomenclature au niveau des finances. On a vu un peu la question des perdièmes et autres pour les séminaires, et j'en passe, pour dire qu'en réalité, il faut dire que c'est positif de faire venir des jeunes ministres qui ont le souci de faire bouger les choses. Mais en même temps, il y a la nécessité, et ça c'est un manque pour ce gouvernement comme pour les gouvernements antérieurs, la communication pose problème. La communication gouvernementale n'est pas toujours judicieuse. On a vu, par exemple, sur la question des poulets, la grippe aviaire. Comment ça a été géré? Ça a été une véritable catastrophe, la preuve. On revient encore dans la grippe aviaire, on n'a pas trouvé de solution, il n'y a pas d'indemnisation. Comme pour d'autres questions également,
on se rend bien compte que la communication gouvernementale ne doit pas être forcément centralisée. Il n'y a pas que le ministre de la Communication pour communiquer. Les autres ministères doivent pouvoir communiquer également chaque fois qu'il y a urgence dans leur secteur respectif. Alors, Hilaire Zipan, justement, comme le dit Edmond Kambia, il y a peut-être des ministres, les Bleus comme on les appelle, qui ont proposé des actes qui se sont fait remarquer. Mais est-ce qu'au niveau de la cohérence, est-ce qu'on peut dire de la coordination, est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement aujourd'hui est plus cohérent, plus coordonné, lorsqu'on se souvient par exemple du discours du chef de l'État le 31 décembre 2013, qui lui-même dénonçait un certain manque de cohérence dans son gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, on peut dire qu'on a un gouvernement un peu plus cohérent? Non, je pense que ça, c'est la réalité camerounaise et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Toujours est-il que nous sommes habitués, hein, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir circuler. Mais par contre, il faut noter deux événements qui ont certainement marqué ce gouvernement. Il y en a trois. C'est d'abord l'entrée en application des accords de partenariat économique. Je pense que là, le fait qu'il a ramené le ministre de l'économie, qui était secrétaire général des services du Premier ministre, à ce ministère clé, a montré à suffisance que c'était pour parachever un peu cette mise en place de cet accord de partenariat économique. C'est un bon point? Non, toutefois, parce que si l'on va sans dire qu'aujourd'hui que c'est une supraloi, elle est déjà ratifiée par les deux parlements, l'Union européenne et le Cameroun, même si nous ne sommes pas d'accord, nous devons l'intégrer en tant que politique, maintenant dans la gestion de l'activité de notre pays. Mais je voudrais donner deux indications pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Dans ces accords de partenariat économique, ce qui nous semble tout à fait nous intéresser, c'est qu'on devait mettre à niveau à peu près trois secteurs. Le secteur transport, le secteur énergétique, le secteur télécommunication. Je pense qu'on peut évaluer aujourd'hui pour dire que, pour le déplorer, que le secteur transport, par contre, il va très mal. Vous êtes sans ignorer, le ministre Alain Edgar Mebengo s'efforce un peu de mettre à niveau. Parce que quoi, on a mal pris les problèmes. Sur le secteur énergétique, il n'y a pas beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des gros investissements pour que nous puissions être à niveau. Sur la télécommunication, il faut atteler un peu pour que la jeunesse camerounaise puisse être à niveau, parce que là, c'est la connaissance technique. Mais par contre, sur le transport, il y a là énormément de problèmes. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la plupart des étrangers exercent l'activité de transport dans notre pays. Vous savez par qui je regarde. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour avoir une licence pour transporter entre les pays Iderland, c'est-à-dire entre le Tchad et la RCA, ça se fait par... On devait mettre à niveau ces entreprises-là. Donc je pense que le ministre de transport devrait un peu s'atteler là-dessus et qu'en même temps, le secteur transport devait se prendre en considération. Parce que là, c'est un vivier de création d'emplois extrêmement important. Je dis ça pour... C'est des faits marquants extrêmement... qui changent le quotidien des Camerounais. Parce que, quand vous êtes sans ignorer que pour les denrées de première nécessité, nécessairement, il faudra bien les transporter. Donc, il y a là vraiment un secteur ou un vivier d'emploi qu'il faudra. Donc, j'attire vraiment l'attention des uns et des autres pour dire qu'on ne peut plus accepter que les étrangers viennent exercer cette activité-là. Pourtant, ne sont plus en conformité avec la loi. Mais je chuterai donc pour dire maintenant que, pour terminer, quant à la cohérence, et c'est ce qui semble tout à fait important, les indications ont été données après la mise en place de ce gouvernement par le président de la République qui a fait un conseil des ministres. C'était le seul, d'ailleurs, au lendemain de ce gouvernement. Et là, le président de la République a donné des indications en demandant que les gens doivent retrousser les manches, que les gens doivent communiquer. Or, vous êtes sans ignorer que tout à l'heure, si on n'a pas en capacité de pouvoir proposer, mettre à niveau ce que l'on fait, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, ça veut dire qu'il n'y a pas la cohérence gouvernementale. Maître Pensy, ce gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? On le dit, il y a quand même... certains ministres qui se font remarquer, qui se démarquent au point de vue de la presse, parce que ça reste notre source d'inspiration. On parle du ministre des enseignements secondaires, on parle du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense. Il y a quelques ministres même qui sortent de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement, vous, un an après? Bon, je voudrais d'abord dire par rapport à ce que le président avait dit dans son discours de 2013. Parce que c'était un discours où il était en train de fustiger le gouvernement. Il avait fait un discours même que j'attendais de l'opposition. Et que l'opposition ne fait pas. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des collectifs. La première chose qu'on voit dans ce gouvernement, c'est que nous avons, et ça, je le tiens même, hein, je crois même que le président de la République lui-même l'a dit à certaines personnes, c'est un gouvernement pléthorique. Et à mon avis, ça ne gagne pas en efficacité. Et c'est un gros problème qui se pose. Parce que j'ai discuté récemment avec un ministre de l'époque qui était important, qui s'appelle M. Youssoufa Daouda, qui me dit, à mon époque, aujourd'hui, il y a 6 départements ministériels qui faisaient partie de mes compétences.
Donc ça faisait vraiment beaucoup. Et je crois que nous gagnerons en efficacité si le président apporte un collectif, mais tout dépend de lui, c'est lui qui est élu. Bon, cela dit, après avoir fait ce réquisitoire en décembre 2013, il n'a pas modifié le gouvernement, il n'a rien changé. Peut-être qu'il a donné une seconde chance à ce gouvernement. Il a parlé des feuilles de route. On attend encore aujourd'hui ces feuilles de route-là, qu'ont été incapables de faire un gros nombre de membres du gouvernement. La presse en a parlé abondamment. Et enfin, en 2015, il fait une sorte de réajustement du gouvernement. Et à mon avis, et c'est une surprise, je crois que nous avons été ici nombreux à critiquer, j'allais dire, la léthargie du Premier ministre, qui ne coordonnait pas bien son gouvernement, qui avait des problèmes avec un certain nombre de ministres, notamment Matoto Mouna et d'autres. Et effectivement, ils sont partis. Mais cela tient également de la Constitution. Vous savez que la Constitution camerounaise ne permet pas au Premier ministre de virer un ministre. Ce n'est pas lui qui les nomme. Il découvre la liste des ministres. Peut-être qu'il peut nommer à d'autres fonctions. Et en fin de compte, comme il ne peut pas mettre fin à leurs fonctions, ceux-ci disent qu'ils dépendent directement du président de la République. Nous avons vu, par le passé, des ministres qui refusaient d'aller au conseil du gouvernement et envoyaient leurs ministres délégués. Ça s'est passé. Mais je me réjouis du fait que, depuis 2015, on dirait que le Premier ministre a repris du poids de la bête. Peut-être nous a-t-il écoutés et qui s'est mis maintenant à faire son travail. On en parlera certainement tout à l'heure dans l'affaire Cantel. C'est un monsieur qui commence à agir et à jouer vraiment son rôle, même si c'est un rôle mitigé. Pourquoi ? Et je voulais le dire, parce que, vous savez, il n'y a pas du fait que le ministre va devant le Parlement pour dire que voici mon programme, voici ce que je peux faire, qu'il n'y a pas de motion de censure qui existe. Et ça, c'est une faiblesse qu'on doit apporter au niveau de notre Constitution. Donc, nous avons, dans ce gouvernement, vous avez souligné, les deux ministres, à mon avis, les plus efficaces depuis le gouvernement Biya, qui est le ministre des enseignements secondaires, et moi on a parlé. Oui, il faut secouer le mammouth, mais avec des difficultés. Quand il dit qu'il faut réduire le nombre des élèves, il n'a pas suffisamment de salles de classe. Donc ça pose un problème d'ordre budgétaire et des moyens qu'il n'a pas. À mon avis, c'est un objectif qu'il faudrait atteindre. Il ne faut pas prendre ça. C'est bien que le président de la République nomme des personnes qui viennent du privé, et il peut... Et ça, c'est une faute qui est pas. La gestion de l'État doit se faire également comme on doit gérer une entreprise, même si de l'autre côté, on doit parler du fait qu'il y a des problèmes d'ordre sociaux qu'il faut réglementer. Donc, je pense que ce gouvernement-ci est meilleur, mais à mon avis, il y a un essoufflement au niveau du Premier ministre qui a mis trop de temps. Et à mon avis, il faudrait que le président, pour pouvoir booster les choses avec les APE et le reste, il y a des bons ministres. Je crois que Moutazé est un bon ministre, le ministre des Finances est un bon ministre, le ministre de la Justice est un bon ministre, il y a beaucoup de bons ministres. Mais je voulais chuter en disant que lorsque vous voyez qu'un ministre que